le nouveau code pénal qui a vocation à remplacer un texte datant de 1825 constitue une réforme majeure. Avec l'accompagnement de nos experts et intervenants, nous analyserons des questions précises afin d'apprécier les enjeux de son application dans le contexte actuel marqué par l'insécurité, la fragilité institutionnelle, les violences faites aux femmes et filles et la faiblesse de l'appareil judiciaire. Son application effective suppose le respect des libertés individuelles, la lutte contre l'impunité, l'existence d'institutions judiciaires fonctionnelles et indépendantes et une formation adéquate des magistrats, avocats, greffiers, policiers et autres opérateurs judiciaires. Par ailleurs, plusieurs thématiques sensibles méritent une attention particulière. Les droits civils et politiques, la protection des minorités et des groupes vulnérables, la détention et les garanties judiciaires, la répression des crimes contre l'humanité, le terrorisme, la responsabilité pénale des personnes physiques et morales, les innovations relatives aux peines, aux infractions et aux mesures alternatives. Ces éléments touchent directement à l'avenir de notre société et à la garantie des droits humains. Mesdames, Messieurs, en tant qu'organisation de défense des droits humains, il est de notre devoir de susciter ce dialogue, de faire émerger des analyses constructives et de formuler des recommandations pertinentes pour assurer une mise en œuvre conforme aux standards nationaux et internationaux. Notre objectif n'est pas seulement de comprendre la réforme, mais aussi de contribuer à sa bonne application dans le respect de la dignité humaine, de la légalité, de l'équité et de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, je compte sur la participation active de chacun et chacune d'entre vous. Je compte également sur le professionnalisme et l'expertise de nos intervenants afin que ce moment soit un véritable espace d'échange libre, éclairé au bénéfice du pays. Je remercie toutes les personnes présentes pour leur déplacement et pour le sacrifice consenti afin de participer à cette réflexion collective. Dans un contexte où la crise socio-judiciaire rend le débat d'autant plus nécessaire. Sur ce, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente participation. Merci à vous tous. Je remercie chaleureusement l'organisation OCNH pour cette invitation et pour l'initiative louable de créer cet espace de discussion consacré à la mise en application du nouveau code pénal haïtien. C'est pour moi un honneur de prendre la parole aujourd'hui à ma double qualité d'avocat et représentant de la société civile au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ, une assemblée engagée dans la promotion de l'état de droit. Mon intervention s'articulera autour de 3 axes principaux. Les réformes judiciaires en cours et leur portée, les enjeux sociopolitiques de la réforme pénale, les exigences prévues pour l'application du nouveau code pénal
et les défis qui y sont liés. Les réformes judiciaires en cours et leur portée. Mesdames, Messieurs, nous traversons tous une crise pluridimensionnelle qui affecte l'ensemble des institutions haïtiennes. Pourtant, malgré ce contexte difficile, les efforts ont été consentis pour moderniser notre système de justice. En avril 2025, le gouvernement a institué des pôles judiciaires spécialisés dédiés au traitement des crimes de masse, de violences sexuelles et des crimes financiers. Cette décision va dans le sens du renforcement des capacités des juridictions à faire face aux infractions complexes qui minent notre société. En juin 2025, une révision du Code pénal et de la procédure pénale a été adoptée dans la perspective de moderniser notre cadre juridique et de lutter contre l'impunité. Ces initiatives sont porteuses d'espoir, oui. Cependant, leur mise en œuvre demeure fortement entravée par l'absence de consensus politique, le déficit de ressources institutionnelles et plus profondément par l'absence d'un véritable contrat social réunissant citoyens, citoyennes, institutions et les acteurs politiques du pays. Les enjeux sociopolitiques de la réforme pénale. Comme le souligne le politologue Alain Rouquier, la plus grande source de vulnérabilité des démocraties latino-américaines, bien sûr, n'est pas le populisme, ni la criminalité organisée, mais la pauvreté et les inégalités sociales qui fragilisent les institutions et sapent l'état du droit. Ce constat résonne particulièrement avec notre propre réalité. La réforme pénale n'est pas seulement technique, elle est profondément politique, sociale et humaine. Elle pose la question de la place du citoyen, de son accès à la justice et de la capacité de l'État à protéger ses droits. L'Amérique latine, au cours des 20 dernières années, a entrepris d'importantes réformes de justice pénale. La région est passée de systèmes largement inquisitoires à des systèmes plus accusatoires, dans l'objectif de réduire l'impunité, moderniser la procédure criminelle et renforcer la confiance du public dans la justice. Ces réformes montrent une constante. Aucune modernisation pénale ne réussit si elle ne met pas le citoyen au centre du dispositif, si elle n'est pas aussi appuyée par un consensus politique minimal, des ressources adéquates et une formation massive des acteurs judiciaires. Troisièmement, exigence légale pour l'application du nouveau code pénal. Le nouveau code pénal haïtien, qui va bien sûr entrer en application bientôt, prévoit lui-même, dans ses dispositions finales, les conditions indispensables à son entrée en vigueur. Les articles 1030, 1031, 1032 définissent un cadre précis. Premièrement, dans les 6 mois, ou bien dans les 2 mois à venir, précédant son application,
Le ministère de la Justice doit organiser des séminaires de formation destinés aux magistrats, greffiers, huissiers, policiers, agents de la police judiciaire et personnel d'appui. Autrement dit, sans formation, aucune mise en œuvre n'est possible. Sans formation, aucune mise en œuvre n'est possible. Deuxièmement, le ministère de la Justice doit également créer des structures et infrastructures nécessaires pour les peines alternatives d'emprisonnement, le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ces dispositifs n'existent pas encore et restent suffisamment opérationnels. Enfin, le gouvernement doit soumettre au Parlement plusieurs lois d'accompagnement, notamment la loi sur l'organisation des parquets, la loi sur l'organisation judiciaire, la loi sur le service pénitentiaire d'insertion et de probation, la loi sur l'assistance juridique et la loi sur la modernisation des greffiers. Sans ces lois, le code pénal ne peut fonctionner. Or, faute du Parlement et faute des sensibilités institutionnelles, vraiment aucun de ces instruments n'a été adopté. En somme, la réforme pénale haïtienne est nécessaire, urgente même, mais elle est peut-être réduite à un simple texte de loi publié au journal officiel des Moniteurs. Elle appelle un effort collectif, une vision d'ensemble et un engagement institutionnel fort. Le nouveau code pénal ne doit pas être perçu comme un instrument imposé d'en haut, mais comme l'expression d'un pacte national en faveur de la justice, de la dignité humaine et de la lutte contre l'impunité. Sa réussite dépendra de notre capacité en tant qu'acteurs publics et des membres de la société civile à construire un consensus autour de sa mise en œuvre. Je vous remercie de votre... Notre travail ce matin, c'est de présenter le nouveau code pénal haïtien dans le cadre de la causerie organisée par l'OCNH autour de l'applicabilité du nouveau code pénal dans le contexte socio-judiciaire haïtien actuel, défis et pistes de solutions. Mesdames, Messieurs, la réforme pénale qui est fondée sur une triple action de réécriture, de dépénalisation et de pénalisation a pour vertu, entre autres, de moderniser la justice pénale tout en renforçant la lutte contre les criminalités et en améliorant la protection des droits individuels et collectifs. Les deux textes de cette réforme, promulgués le 11 mars 2020, tardent encore à être une réalité vivante. Pour des raisons multiples et variées, leur mise en œuvre est retardée. Ajoutez à tout cela l'État sans perspective qui grouille dans un bassin d'incertitude. Tous les travaux devant être réalisés en amont de l'application de la réforme pénale ont été négligés. Ainsi, l'État s'apparente à une entreprise qui organise son insolvabilité. Les atermoiements répétés,
les échéances non respectées, l'insouciance des détenteurs de la puissance régalienne et les lobbies réformistes affidés empêchent l'application des nouvelles règles. Aujourd'hui, près de 6 ans après la première promulgation des 2 textes de la réforme pénale et 6 mois après la dernière, l'on est amené à questionner l'applicabilité du nouveau code pénal dans le contexte socio-judiciaire actuel, ce tout en ayant à l'idée les défis et les pistes de solutions. C'est dans ce cadre qu'il nous a été proposé de faire la présentation générale du nouveau code pénal. Nous profitons de cette opportunité pour expliquer que nous devons une fière chandelle à l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti au CNH pour le génie d'avoir provoqué ce débat et de mettre en perspective l'applicabilité des textes de la réforme pénale. Mesdames, Messieurs, le Code pénal comporte 6 livres, répartis en titres, divisés en chapitres, subdivisés en sections. Le premier livre concerne les dispositions générales et comporte 3 titres. Le titre premier, relatif à la loi pénale, comprend 3 chapitres. Le 3e chapitre est divisé en 2 sections. Ce titre traite les principes généraux du droit pénal, la classification des infractions en fonction de leur gravité, les peines qui sont applicables à chaque catégorie, l'application de la loi pénale dans l'espace et dans le temps. Le 2e titre est divisé en 2 chapitres et aborde les questions de la responsabilité pénale générale et de la responsabilité pénale des personnes morales, ainsi que des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la personnalité. Le 3e titre, qui comprend 3 chapitres, aborde la question des types de peines, du régime des peines et de l'échelle des peines. Il traite également de l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations. Le 2e livre étudie les atteintes à la personne, c'est-à-dire les crimes et les délits contre les personnes. Il s'agit, entre autres, du crime de génocide, du crime contre l'humanité, des crimes de guerre, des tortures et des actes de barbarie, du harcèlement sexuel, des violences sexuelles et des violences sexuelles contre les mineurs, de l'exhibition sexuelle, des violences ayant entraîné la mort ou une infirmité permanente, du harcèlement moral, de la traite des êtres humains, du meurtre et de l'assassinat. Et cela nous conduit au 3e livre qui traite des crimes et délits contre les biens et regroupe 2 titres. Sont concernés par le premier titre les appropriations frauduleuses comme le vol et notamment le vol d'identité, l'extorsion, le chantage et la demande de fonds sous contrainte. De l'escroquerie, de l'abus de confiance, du détournement de gages et d'objets saisis, de l'organisation frauduleuse, de l'insolvabilité, etc. Le 2e titre regroupe les autres infractions aux biens, comme le recel et les infractions à simuler, les destructions, les dégradations et les détériorations, et le blanchiment des avoirs, les atteintes au système de traitement automatisé des données. Le 4e livre aborde l'étude des crimes et des délits contre la nation, l'État et la paix publique. Il est divisé en 4 titres. Le premier titre traite des infractions gravement menaçant les fondements de l'État. Il s'agit de la trahison et de l'espionnage, de l'attentat et du complot, des atteintes aux zones protégées de la défense nationale
et à la force publique et au secret de la défense nationale. Le deuxième titre concerne le terrorisme et le financement du terrorisme. Le troisième titre étudie les atteintes à l'autorité de l'État, comme les atteintes à la paix publique, les voyages irréguliers, les abus d'autorité, les discriminations, les détournements de biens, l'enrichissement illicite, la corruption, l'usurpation de fonctions, des entraves à la saisine et à l'exercice de la justice. Quant au quatrième titre, il règle les atteintes à la confiance publique, comme le faux et l'usage de faux, la fausse monnaie, la contrefaçon des effets émis par l'autorité publique, etc. Le cinquième livre traite des autres crimes et délits et comprend 2 titres. Il s'agit des infractions à caractère transnational et en matière environnementale, ainsi que des infractions en matière de santé publique. Le 6e livre concerne les contraventions et comporte 5 titres. Il s'agit entre autres des contraventions contre les personnes et contre les biens, des contraventions contre la nation, l'État ou la paix publique. À noter que, avec la réforme pénale, les contraventions ne sont plus passibles de peine d'emprisonnement. Les innovations apportées au code pénal. Le nouveau code pénal vient avec de nouvelles choses très intéressantes. De nouvelles infractions incorporent le code pénal. Il s'agit entre autres du terrorisme, du crime contre l'humanité, du crime de guerre, du crime de génocide, etc. L'application de la loi pénale dans l'espace vient avec une innovation, en ce sens qu'elle s'applique aussi aux infractions commises en dehors du territoire national par une personne de nationalité haïtienne si les faits sont punis par les lois du pays du lieu de la commission des actes répréhensibles, ou par une personne étrangère lorsque la victime est de nationalité haïtienne au moment des faits. La peine des travaux forcés prononcée par les tribunaux criminels et jamais appliquée est disparue au profit de la réclusion criminelle à temps et à perpétuité. Il existe 4 étages de peine criminelle. La première est la réclusion criminelle à perpétuité et la 4e, celle comprise en 10 et 15 ans de réclusion criminelle. Les peines correctionnelles sont diverses et variées. Emprisonnement, amende, jour-amende, travail d'intérêt général, peine privative ou restrictive de droit prévue à l'article 46, suivi socio-judiciaire, peine complémentaire prévue à l'article 51 et sanctions réparation. Il y a également 5 échelles de peine d'emprisonnement. La première est comprise entre 7 ans et 10 ans et la 5e entre 1 mois et 1 an. Enfin, le nouveau code pénal adhère aux principaux instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme qui assurent une transition vers un système moderne répondant par ses règles aux exigences de l'état de droit. Par rapport à cette considération, l'objectif du nouveau code pénal, longtemps répressif, doit être la réinsertion sociale du délinquant. Cette approche résolument humaniste du droit de punir ne signifie nullement l'impunité à l'égard de l'infracteur. Celui-ci doit être effectivement sanctionné et puni dans les limites du juste et de l'utile. Aussi, le juge doit-il prendre en compte les circonstances de la commission de l'infraction, la personnalité de l'infracteur, son passé, son milieu, la peine devant être individualisée et repensée. En guise de conclusion, le Code pénal prévoit les mécanismes de sa mise en œuvre, mais c'est l'État qui sabote cette mise en œuvre.
il est toujours occupé à autre chose que la réforme pénale. En effet, le nouveau code pénal prévoit en son article 1027 que les dispositions relatives à l'exécution de la peine de travail d'intérêt général ne sera appliquée qu'après une loi fixant les conditions de son exécution. L'article 1028 conditionne la mise en œuvre du travail socio-judiciaire, conditionne à la mise en œuvre du travail socio-judiciaire l'organisation préalable du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Quant à l'article 1029, il prévoit que la mise à l'épreuve ne pourra être appliquée qu'après l'établissement de mécanismes de contrôle de l'exécution des obligations. Le Code donne aussi des responsabilités au ministère de la Justice en ce qui a trait à la formation des acteurs du système judiciaire, pénitentiaire et de la police, article 1030. À la mise en place des nouvelles infrastructures nécessaires à l'application du présent Code, article 1031, c'est-à-dire la réorganisation judiciaire, à la collaboration avec la commission de mise en œuvre de la réforme pénale qui, elle, devait fournir l'encadrement technique nécessaire à l'application de la réforme pénale. Il est pénible de constater que rien n'a été fait conformément à la loi. Et que tout a été fait pour que la loi ne soit pas appliquée. Pourtant, il y a urgence d'avoir des règles claires qui permettent de colter les nouvelles réalités de la criminalité en Haïti. C'est pour cela que la mise en œuvre du Code pénal ne peut jamais se faire sans celle de son frère siamois, le nouveau Code de procédure pénale qui, en plus de clarifier les textes, les simplifie, prévoit des délais plus stricts pour une justice plus célère, crée l'organisation de libération automatique en cas de non-respect des délais, introduit de nouvelles sanctions comme le bracelet électronique, apporte une meilleure garantie des droits de la défense devant le cabinet d'instruction et la chambre d'instruction, organise la procédure en habeas corpus devant les cours et tribunaux, qui est enfin le vade-mecum des garanties judiciaires et de l'encadrement judiciaire des interdits. Merci.